Oui, je travaille au CNRS et puis il y a aussi le Locotic, qui est une activité de promotion du transfert et de la création de valeur des logiciels issus de la recherche dans le monde académique. Je fais des formations du consulting. Donc la première fois que j'ai entendu parler de Fab Lab et de prototypes de véhicules fait maison, c'était il y a une quarantaine d'années. Bon, à l'époque, ils n'étaient pas forcément d'une grande qualité. J'ai pas résisté à cette petite blague. Moi, je vais vous parler en fait plus de logiciels libres et qui sont développés dans le monde de la recherche et de comment ces logiciels libres vont pouvoir avoir un impact dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique. C'est pour ça qu'on parle de modèle économique, et aussi comment le fait que des acteurs économiques s'intéressent et participent à ces logiciels libres dans la recherche vont pouvoir aussi avoir des impacts, je dirais, sur le monde de la recherche proprement dit, sur le projet de recherche proprement dit. Et pourquoi on se concentre sur le libre? Parce que le libre permet une grande fluidification, une grande fluidité de ces échanges. Là, j'avais fait un résumé, mais bon, je pense que je vais pas faire un résumé de ce qui a été dit. Pour tout ce qui est effectivement open hardware, open drone, open je sais pas quoi, tous les outils qui vont être développés vont être très très génériques, et donc pour ça il y a un grand intérêt à faire à travailler sur le modèle libre. Puisque par définition beaucoup de projets, beaucoup d'acteurs vont pouvoir mutualiser leurs efforts autour de ces travaux. Le véhicule libre, effectivement, le projet, c'est pas le véhicule, mais c'est tous les plans et la description univoque de l'objet qui sera ensuite fabriqué un peu partout dans le monde. Donc je me permets de rappeler quand même ce qu'est le logiciel libre, parce que ce sera un de mes derniers slides sur aussi ce qu'est l'open hardware, parce qu'il faut vraiment avoir une claire définition. Donc effectivement, c'est 4 libertés fondamentales qui font que c'est la capacité d'exécuter le programme, de l'étudier. L'étudier, forcément, ça donne accès aux sources, mais entre guillemets, tout ce qui est tout code dont on a accès aux sources n'est pas forcément un code libre. On est capable de l'adapter, le redistribuer, et quand on dit exécuter le programme aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie forcément. C'est-à-dire que quand il y a des projets libres où c'est libre pour les académiques et payant pour les entreprises, pour moi c'est plus du libre. Tout ce qui est bénéfice du modèle libre tel qu'on va pouvoir le voir va pas forcément être applicable sur des licences qui ne sont pas libres. Je dis ça parce que j'ai lu pas mal de documents, parce que moi je viens plus du monde du logiciel que du monde de open hardware, de documents sur les modèles d'affaires de open hardware. Il y a certains modèles d'affaires qui sont pas franchement du libre, qui peuvent à un moment donné avoir à choper sur le fait que le projet est ambigu d'un point de vue communautaire et d'un point de vue économique. Donc le logiciel, effectivement, c'est devenu un fait incontournable, l'édition logicielle. Alors j'ai trouvé une courbe sur le coût du logiciel, mais alors la définition du coût du logiciel, elle n'était pas précisée. J'ai envoyé un mail, c'était une consultante américaine de la région de San Francisco qui m'a jamais répondu. Mais en fait, on voyait que la courbe approchait zéro vers la fin des années 90, 95, 2000. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, le logiciel libre, pour moi, s'est complètement déployé, notamment dans le secteur de l'économie. Donc ça a complètement révolutionné la technologie informatique. Aujourd'hui, un codeur qui ignore le fait qu'il y a du logiciel libre, hein, je pense que c'est pas un bon codeur. Il y a des chiffres qui circulent de Gartner qui dit que 80% des logiciels propriétaires incluent des composants libres. Donc ça a complètement révolutionné la méthode de développement. Ça a révolutionné aussi les secteurs industriels de l'informatique, où on le voit bien, des sociétés comme Microsoft commencent à revendiquer, finance, sponsorise des salons du libre. Paris Open Source Summit, qui a été organisé en 2016,
un des sponsors, je ne sais plus s'il était Gold ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas c'était Microsoft, on voit que la plupart des secteurs industriels de l'informatique ont été amenés à se poser des questions et à revoir leur modèle. Alors certains à revoir complètement, d'autres à l'adapter et introduire certaines parties de leur code sous licence libre. Ça aussi impacte l'ensemble des secteurs industriels, où on le voit bien, on commence à parler dans le domaine automobile, dans le domaine de la télé, etc. Il y a du logiciel libre, et ça crée un patrimoine technologique commun universel. Donc là, j'en profite pour faire un peu de pub pour le projet Software Heritage qui a été porté par Roberto Di Cosmo, où c'est un extrait du site web que j'ai fait cette semaine ou la semaine dernière, où on voit qu'aujourd'hui, il y a 53 millions de projets open source qui sont enregistrés dans le monde. Donc je passe sur Software Heritage, j'ai une conférence sur FOSDEM samedi matin et il paraît que les vidéos sont accessibles. Donc 53 millions de projets, c'est complètement colossal. Moi la dernière fois que j'ai entendu parler de ces chiffres-là, on était plutôt, bon il y avait une petite bataille entre les gens qui faisaient les fous de base, on était plutôt entre 2 et 4 millions de projets. Et on voit que la courbe est plutôt croissante, ce qui est plutôt bon signe. Donc effectivement on le trouve partout. Donc là Genivi c'est une alliance qui a été créée il y a 5 ans pour tout ce qui est divertissement dans l'automobile et dans lequel on va trouver des fabricants de voitures, des équipementiers, mais aussi des fabricants de processeurs, mais aussi des gens qui développent des systèmes d'exploitation. Tout le monde se met là pour travailler sur des modèles libres de stack logiciel et parce qu'ils ont compris que le libre avait du succès. Alors je fais une petite parenthèse sur l'automobile parce qu'il y avait eu il y a une quinzaine d'années une initiative qui s'appelait Autosar. C'était pire que la secte de Pythagore. Il fallait vraiment être initié pour avoir même accès aux spécifications. Donc ils ont mis énormément de temps à diffuser parce qu'à un moment donné il manquait de compétences aussi humaines puisque peu de gens étaient formés sur Autosar, etc. Donc aujourd'hui ce qui est intéressant de voir c'est que le monde de l'automobile, alors on peut pas dire qu'Autosar soit un échec, en tout cas c'est un accouchement dans la souffrance. Aujourd'hui ils partent plus sur des modèles fermés comme ça, ils partent sur des modèles ouverts. Donc il y a Holcim qui est dans l'Internet des objets. Dans l'automobile, la plupart des outils pour développer les calculateurs, développer l'avion sont sous licence libre. Et là, j'avais acheté une télé, donc c'était il y a un an, le Noël 2000, je sais plus combien, 15. Et effectivement, dans le mode d'emploi de ma télé, il y avait inclus, regardez, les logiciels libres inclus dans votre télé sont ça. Donc je pourrais essayer de coder le logiciel, je pourrais adapter le logiciel qui est dans ma télévision. Après, au risque et péril familial, mais je pourrais le faire. Donc, c'est une tendance de fond. Alors là, je parle du Syntec, parce que le Syntec, c'est donc le syndicat des éditeurs du numérique, des éditeurs de logiciels. Et il y a eu en novembre dernier une petite soirée où ils remettent, c'est le top 250, ils remettent en fait le prix des premiers fabricants, éditeurs de logiciels. Et il y avait une table ronde sur le logiciel libre. Et c'était incroyable d'imaginer il y a encore quelques années qu'il puisse y avoir des éditeurs propriétaires qui se posent la question comment utiliser le libre pour pouvoir faire du business. Et aujourd'hui, ils se rendent compte finalement le modèle, 20% de leur modèle économique, c'est l'abonnement en mode SaaS. Et le mode SaaS, alors on n'accède plus au code, à une licence du code, mais on accède à l'utilisation du logiciel. C'est-à-dire on envoie ses données et ensuite on reçoit les données par Internet. Et donc aujourd'hui, ce changement de paradigme fait que on arrive à ce que la licence du logiciel, ce soit pas le plus important, mais que ce soit finalement qu'il soit finalement le fait de donner service accès au logiciel qui est important. Donc tout ce qui est cloud computing, Internet des objets, intelligence artificielle, il y a aussi énormément de logiciels libres. Je donnais l'exemple de Easy Group,
Easy Group, c'est une société. Alors pourquoi j'ai essayé de prendre des exemples un peu de customisés dans le monde de l'automobile. Easy Group, c'est une société qui est beaucoup connue dans le monde de l'automobile, qui fait des calculs de crash, des calculs de résistance des matériaux, de pénétration, qu'on s'appelle le calcul de CX, des coefficients de pénétration dans l'air des véhicules. Et Easy Group est sur un modèle 100% propriétaire. Et j'ai appris en discutant, je les ai croisés dernièrement, qu'ils distribuent un projet qui s'appelle OpenFOAM, qui est un projet de fluidique sous licence libre. Aujourd'hui, vous cherchez FOAM, F-O-A-M, et vous trouvez en fait qu'ils sont sous un modèle libre. Ils me disaient que tout ce qui était modèle logiciel qui intégrait aujourd'hui des fonctions simples de loi de la physique sont sous licence libre en fait. La NASA qui a distribué ses codes sous open source, le CNES que je rencontre aussi dernièrement, qui sont sous des modèles aussi où ils commencent à ouvrir le code parce que la NASA a ouvert. Donc aussi aujourd'hui on voit que ce soit dans le monde de l'édition, Syntec, etc., que le logiciel libre c'est plus du tout un tabou et que beaucoup de sociétés comprennent que c'est même un vecteur de diffusion de son code. Je discutais avec une société qui s'appelle Sensiolab qui édite un framework de développement PHP qui s'appelle Symfony, je ne sais pas si certains le connaissent. Et en fait, ils ont été contactés par le fait que la licence soit libre par plus de pays que de pays enregistrés à l'ONU. Ils ont été contactés par des gens qui habitent en Antarctique. Alors là, ils ont été contactés par le Vatican. Pourquoi ? Parce que le meilleur de le commercial, c'est non pas un monsieur ou une madame, c'est le fait que la licence soit libre et le fait que soit très permissive, je crois que c'est MIT ou Apache, et qui permet donc au logiciel de se diffuser extrêmement rapidement. Et des sociétés éditrices comme le Syntec savent que pour avoir de la croissance, aujourd'hui c'est pas en France qu'on va avoir la croissance, on va l'avoir, mais c'est alors c'est dans les pays francophones, une grande croissance a lieu en Belgique, en Suisse, de ces éditeurs français. Et s'ils veulent vraiment avoir une croissance, il faut qu'ils visent le monde. Et le monde, aujourd'hui, on le vise soit en levant énormément de capitaux, ce qui n'est pas vraiment le cas des éditeurs français, ou soit avec une licence libre, où le commercial va être cette licence qui va se diffuser assez rapidement dans les pays. Donc, encore une fois, j'ai voulu me baser un petit peu sur l'automobile. C'est aussi un vieux modèle quand même dans le monde de l'automobile de collaborer ensemble. Il y a deux niveaux de collaboration, moi, que j'ai pu voir. C'est alors je cite Toyota, Peugeot, Fiat, qui s'étaient associés pour faire des caisses en blanc. Alors la caisse en blanc, c'est ça. Et ensuite, où la qualité de l'image est meilleure sur mon PC en fait. Et ensuite, la caisse en blanc, c'est la chose qu'on vend pas en fait. On vend ça. Ensuite, il va y avoir tout un habillage, toute une carrosserie qui va faire que la voiture sera plus ou moins jolie, que les sièges seront plus ou moins confortables, que la suspension sera plus ou moins raide, que la climatisation sera plus ou moins bien adaptée, etc., etc., que les phares sont plus ou moins ronds, et qui font que les concurrents vont pouvoir se différencier entre eux. Et il y avait une histoire est vraie, alors je ne me rappelle plus le nom des voitures, mais il y avait sur une même caisse en blanc, il y avait un des fabricants qui avait un succès commercial terrible, et un autre c'était un bide. Sur les moteurs, aujourd'hui on n'achète plus une voiture pour son moteur. Les constructeurs s'associent pour développer des moteurs ensemble. Donc ce modèle collaboratif, ce modèle de mutualisation, il existe depuis un certain temps dans le monde automobile, sachant que à l'époque les licences n'étaient pas libres. Il y a aussi cette mutualisation que peut avoir l'organisation même de business, où un acteur comme PSA, comme Renault, va mutualiser ses développements par des rangs 1, des fournisseurs de rang 1, c'est le niveau au-dessous, qui vont même avoir des fournisseurs de rang 2, où finalement, à un moment donné, un même capteur pourra aller dans toutes les voitures qui sont vendues. Donc c'est un vieux modèle dans l'automobile, cette mutualisation. Alors, j'ai un slide, pourquoi la recherche doit s'intéresser au libre. Il y a la BPI qui a sorti un petit livre qui s'appelle Innovation Nouvelle Génération, qui est très très bien fait, parce que la BPI, donc c'est la Banque Publique d'Investissement, à un moment donné, ne finançait que des projets technologiques. Et s'est rendu compte qu'il y avait des boîtes comme Blablacar qui n'avaient presque aucune innovation technologique, mais qui avaient fait beaucoup d'innovations, par exemple dans les modèles économiques, qui étaient valorisés à plus d'1 milliard
d'euros, de dollars, qu'il y avait des sociétés comme Sushi, je sais plus quoi, qui avaient des modèles d'usage différents. Donc ils ont décortiqué énormément de modèles de sociétés qui avaient marché, et ils ont essayé de trouver les points clés, les facteurs clés de succès. Et il y a 2 facteurs que j'ai retenus. Donc toutes les sociétés qui ont eu un développement très très rapide au niveau national et international ont travaillé avec les utilisateurs potentiels, si possible, dès la phase de conception. Donc, et se sont confrontés très tôt au marché et se sont mis en position d'en écouter en permanence les retours. Et typiquement, quand vous mettez à un moment donné un de vos logiciels prototypes de recherche sous licence libre, ben vous allez rencontrer ces 2 cas-là. Vous allez avoir dès le départ des retours de vos utilisateurs. Alors au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de retours parce que vous resterez dans un cercle fermé de vos proches en termes de thématiques scientifiques. Mais au fur et à mesure, on le verra, vous aurez des retours de vos utilisateurs et potentiellement des utilisateurs académiques. Et je le dis plus tard aussi, mais vous avez une preuve de concept permanente grâce au logiciel libre, et à la fin, à un moment donné, vous aurez un produit qui correspondra exactement aux besoins des utilisateurs, puisqu'ils auront eu le temps de dire ce qui manque, corriger des fonctions, demander d'ajouter des fonctions. Donc la deuxième raison pourquoi la recherche doit s'intéresser au libre, c'est qu'on en produit énormément. On en produit énormément. Alors moi je travaille au CNRS, donc au CNRS, comme vous le savez, c'est multidisciplinaire, et il y avait un collègue qui me disait c'est bien, les sciences humaines et sociales, ils travaillent avec beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai, beaucoup d'entreprises collaborent avec les sciences humaines et sociales. Ils me disent mais c'est dommage, ils font pas de brevets. Voilà. Donc typiquement, ça c'est une réflexion sur laquelle qu'il faut abandonner. Les logiciels, il n'y a pas de brevet dans le domaine des sciences humaines et sociales. Oui. Et alors, est-ce qu'ils font des logiciels? Oui. Est-ce qu'ils font des logiciels? Oui. Voyons, travaillons ensemble, parce que là c'était une miette, on s'y intéresse pas, ils font pas de brevet. Donc ça c'est quelque chose, il faut arrêter de penser comme ça. Une des raisons, c'est pourquoi les frais de propriété intellectuelle sont quasi nuls. Donc on parlera, j'aurai pas le temps ici de développer l'intérêt de la protection d'un logiciel libre par une marque, parce que c'est essentiel, mais par rapport à un brevet, les frais de propriété intellectuelle sont quasi nuls. J'entendais un patron de FAT que je vais pas citer qui se posait la question s'il ne devait pas se concentrer que sur les logiciels libres et oublier les brevets. Et ça fluidifie la relation contractuelle, parce que si quelqu'un veut utiliser mon logiciel libre, il prend, il se sert, et s'il est bien, il l'utilise, s'il n'est pas bien, il oublie. Donc il n'y a pas un contrat à faire qui est compliqué chez nous, parce que dans la recherche, un contrat c'est au moins 2 mois, et puis c'est compliqué pour l'entreprise, parce qu'ils doivent éventuellement passer par son service juridique qui est peut-être aux États-Unis, peut-être en Allemagne. Moi j'ai contractualisé avec des Allemands, avec la maison mère qui était intransigeante, etc. Donc l'open source fluidifie la relation contractuelle. Donc là, j'ai essayé de lister pourquoi s'intéresser au libre. Alors, il y a plusieurs points que c'est un peu en vrac, il n'y a pas d'ordre d'importance. C'est l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, parce qu'on va avoir une communauté de développeurs. Alors, ça, faut un peu l'oublier dans le monde de la recherche, parce que en général, en fait, plus la densité scientifique du logiciel est importante, moins la communauté de développeurs sera grande. Parce que s'il faut comprendre le contenu scientifique qui est dans le logiciel pour pouvoir commencer à développer du code, ça va être très très difficile. Alors moi j'ai vu des cas où la recherche produisait des logiciels qui avaient vraiment une grande communauté de développeurs, mais en fait c'était une équipe de recherche qui se disait tiens, il me manque cet outil-là pour continuer mes recherches, je le mets en libre, et là du coup plein d'équipes qui étaient sur la même thématique de recherche ont dit ah c'est super cet outil-là, parce que ça correspondait à une véritable attente. Donc ça on l'oublie. Si un jour vous vous posez la question pourquoi je vais mettre mon logiciel sous licence libre, si la seule réponse que vous avez apportée c'est pour avoir plein de développeurs qui vont travailler pour moi, c'est pas la bonne réponse. Voilà. Le comité d'utilisateurs. Alors là, par contre, ça c'est essentiel. Des gens qui vont utiliser et qui quelque part vont contribuer. Alors, ils vont pas contribuer scientifiquement, ils vont contribuer essentiellement à vous corriger, en disant tiens il y a un bug là,
Donc quand vous mettrez votre logiciel sous licence libre, il est important de mettre ce qui s'appelle des bug reports, pour que les gens puissent reporter facilement des bugs, dire il manque telle fonction, etc. Alors je reviens sur l'effet de levier. Quand il y a du développement de code, en général les gens développent du code pour porter le logiciel sous un autre système d'exploitation. Ils vont peut-être développer la traduction de nouvelles langues, on peut dire que c'est dans le code, vont développer une IHM, une interface homme-machine, parce que souvent les interfaces homme-machine de la recherche sont pas les meilleures, faut le dire. Donc, mais ça va être vraiment des choses très très périphériques au code. Un point important, et notamment dans le projet CampOS, c'est la recherche d'une standardisation logicielle. Le fait de mettre son code en libre fait que de fait, si le logiciel l'aura souhaité au départ, les standards de fichiers, etc., les genres de fichiers deviendront les standards de fait de l'écosystème. Le partage des coûts et des risques avec une certaine mutualisation. Bon, ça c'est important aussi dans le monde de la recherche, de maximiser la diffusion des connaissances. On l'a dit tout à l'heure, ça accélère l'expérimentation à faible coût. Alors par contre, moi je déconseille de mettre un logiciel trop tôt, entre guillemets, sur le marché, parce que, bon, je ne vais pas le citer, mais il y a un logiciel qui avait été mis assez tôt, qui a été vraiment très très bien sur le papier, mais qui était bourré de bugs. Et qui finalement s'est diffusé à un coup. C'est-à-dire quand on met un logiciel sur le marché, quelqu'un va le télécharger, si ça plante, si ça marche pas, on en aura une image tellement négative que plus jamais on va le télécharger. Après, il y a eu des problèmes de compatibilité ascendante, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version, on ne pouvait pas utiliser ce qu'on avait fait avant parce que ça marchait plus. Donc il faut quand même le mettre quand il y a une certaine maturité, c'est important. La pérennité des solutions, donc ça, effectivement, quand le code est open source, on peut dire choisissez ma solution, c'est pérenne, et ça peut être un modèle pour les startups aussi de se dire cher client, même si je fais faillite, ma solution existera toujours. La sécurité, donc là j'ai mis Volkswagen, le logo de Volkswagen, c'est pas innocent, donc j'ai dit j'ai customisé pour l'automobile. Si on avait eu l'accès au code source, on aurait pu voir cette tricherie sur le fait d'avoir des programmes adaptés lorsqu'il y a des tests de pollution. La compétitivité, moi je le vois en deux choses. Ça améliore le time to market parce que si j'utilise du code libre pour faire mon logiciel, je le ferai plus vite. Et en plus, comme ce code libre, il a de grandes chances de ne pas être buggé parce qu'il est utilisé par d'autres, je le ferai. En plus, il n'y aura pas de bug à corriger. Mais c'est aussi time to market sur la mise sur le marché. Si tout au long du développement, j'ai pu tester et recueillir les bugs, les retours utilisateurs, je vais plus vite atteindre mon marché. Et un point qui est important aussi, c'est la détection du capital humain. Les gens disent que, alors je ne sais pas si c'est moqueur ou pas, que le modèle économique de GitHub, c'est le recrutement, puisqu'on voit qui code et comment il code, s'il code bien, s'il code beaucoup, etc. quoi, en fait. Et quand on parle de capital social d'un développeur, c'est un peu lié à ça. Donc, alors, logiciel libre, moi j'ai fait exprès d'avoir une autre approche, vous le verrez tout à l'heure, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui ont fait une explication un peu compliquée, et finalement c'est tellement compliqué qu'à la fin plus personne ne retient rien, et on retient que c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce qu'il faut maîtriser l'informatique, c'est compliqué parce que d'un point de vue juridique, il faut comprendre les histoires de compatibilité de licence, for copyleft ou pas, est-ce que c'est dérivé, composé, etc. Il y a les aspects sociologiques, comment on monte et on anime une communauté, et tout ça, c'est ça qui est très intéressant dans le logiciel libre, mais c'est pas forcément par cet aspect-là que j'ai envie de vous le présenter. Moi, je préfère vous le présenter d'un point de vue stratégique, pourquoi j'ai une stratégie, et comment le fait de mettre en libre va me permettre de mettre en œuvre ces stratégies. Donc j'ai parlé déjà, l'exploitation, je vais beaucoup en parler, les contributions j'en ai un peu parlé, les forces commerciales marketing j'en ai déjà parlé, parce que le meilleur commercial, j'ai dit, c'est le fait que le logiciel soit sous licence libre. Donc
j'ai fait cette image, j'ai pris cette photo un peu choquante de l'apartheid, donc l'apartheid où il y avait un escalier pour les noirs et un escalier pour les blancs, et j'ai l'impression que aujourd'hui dans le monde de la valorisation, il y a un apartheid entre logiciel propriétaire et logiciel libre. Grosso modo, quand on parle, j'ai vu des chercheurs se présenter avec une licence libre à des cellules de valorisation, donc là je cite personne, hein, et la première réaction de la cellule de valorisation, est-ce que les nouvelles versions de ton logiciel, on pourrait les passer en licence propriétaire? Pour le valoriser, parce que sinon on ne peut pas valoriser le logiciel libre. Et ça, il faut bien comprendre que c'est pas une bonne image, l'apartheid n'est pas une bonne image, ça tout le monde le savait, je pense, mais qu'il y a opposition entre le logiciel propriétaire et le logiciel libre par rapport au modèle économique, c'est complètement faux. On va voir que si on prend le temps en compte, on va pouvoir faire de la valorisation et créer des modèles économiques, de l'impact économique de logiciels issus de la recherche avec le temps. Donc j'entends souvent le logiciel libre c'est gratuit. Alors oui c'est gratuit, mais il existe un modèle économique s'il existe une offre et une demande. Alors pour moi une offre et une demande, j'ai un slide qui montre ça. Quelle est et ça c'est vraiment important pour moi de le comprendre. La valeur de cette bouteille d'eau, quelle est sa valeur dans un pays, alors je n'ose pas dire comme en Bretagne, où l'eau coule à flot, où il y a des petits rues, des petites rivières. La valeur est faible. Parce qu'en fait, je peux aller boire l'eau du robinet. Quelle est la valeur de cette petite bouteille d'eau dans le désert où il y a très très peu d'eau? Sa valeur est grande. Et donc, quand on parle de dire le libre est gratuit, c'est pas la bonne façon de voir. C'est qu'est-ce que ça apporte comme valeur et est-ce que quelqu'un serait prêt à payer pour cette valeur apportée? Et à partir du moment où cette valeur il y a cette offre et cette demande, il y a forcément un modèle économique qui va se trouver. Alors je dis pas qu'il est facile à trouver, mais il va se trouver. Une autre façon de présenter la chose, c'est dire si un logiciel propriétaire est mauvais et il ne correspond à aucune demande, eh ben, il n'aura pas de client, il ne générera aucun flux économique parce qu'il ne trouvera personne pour l'acheter. Donc d'associer le fait que forcément pour valoriser un logiciel, il faut qu'il soit sous licence propriétaire, on comprend bien que c'est faux par des approches très pragmatiques. Ensuite, comment vendre quelque chose de gratuit? Ça c'est la grande question. Bon, moi je me suis un peu amusé avec cette présentation parce que je mets des images qui sont complètement décalées par rapport au logiciel, comme vous allez le voir. Donc, comment vendre quelque chose de gratuit? En automne, on peut aller dans la forêt, on va ramasser des champignons. Donc pourquoi d'un autre côté, il y a des commerçants qui vendent ces champignons-là. Et pourquoi moi je vais aller acheter un champignon chez le commerçant et je ne vais pas manger celui que j'ai trouvé dans la forêt, qui, on le verra dans les licences libres et dans les licences de Open Hardware, il y a toujours le tel quel, c'est fourni tel quel. Parce que en fait, je peux m'empoisonner parce que je connais pas forcément tous les champignons. Je m'embête pas déjà, c'était pas mon cœur de métier d'aller ramasser les champignons. J'ai un autre métier, etc. Donc, je vais l'acheter au marchand parce qu'il a apporté une valeur ajoutée à ce logiciel libre, à ce champignon. Et c'est exactement ça. C'est comme ça que se créent des modèles économiques. Alors un des modèles économiques, c'est la distribution à forte valeur ajoutée, donc on va y revenir tout à l'heure. Mais c'est quand on va pas payer pour le logiciel qui est libre, on va payer parce qu'il y a quelqu'un qui va faire de l'assurance technique, qui sera bon techniquement, l'assurance juridique. S'il y a un problème juridique, c'est moi qui prendrai les coûts, la responsabilité, etc. Donc effectivement, pour le logiciel libre, il n'y a pas de licence d'exploitation, même si pour moi la licence libre, c'est une licence d'exploitation. À partir du moment où quelqu'un télécharge mon logiciel, il accepte ma licence, et par abus de langage, pour moi, c'est une licence d'exploitation. Alors, là, j'en parle parce que souvent dans nos contrats avec des industriels, c'est pas prévu. Le logiciel libre est prévu dans les contrats avec l'industriel, où il est écrit si jamais les chercheurs
utilise du libre pour développer le logiciel qui sera ensuite donné entre guillemets à l'industriel, il faut que le chercheur le dise pour être sûr que ça puisse ne pas gêner l'exploitation. C'est le seul endroit où on parle de logiciel dans les contrats. Alors que pour moi, aujourd'hui, je commence à travailler avec des industriels et c'est un peu une lutte, mais si l'industriel décide que d'un commun accord avec nous, que le logiciel qu'on a développé en commun est mis sous licence libre, pour moi c'est une licence d'exploitation. Et s'il le fait, il n'aura pas de retour financier direct, il le fait parce qu'il aura un intérêt. Il aura un intérêt de mutualisation avec ses concurrents, il aura un intérêt. Donc pour moi, dans nos contrats de recherche, il faut prévoir cette exploitation sous licence libre et prévoir un retour financier vers la recherche à partir du moment où il y a cette exploitation sous licence libre. Donc il n'y a pas de flux financier vers les services de valorisation quand il y a logiciel libre. Alors là, je ne parle pas des logiciels libres en copropriété avec des industriels. Hein. Quand je parle de nos logiciels libres à nous, c'est la recherche qui est propriétaire. En fait, quand on réfléchit bien, il n'y a pas de flux direct en fait. On peut associer le logiciel libre à un transfert de savoir-faire. Quand par exemple une société est intéressée par éditer, reprendre l'édition d'une partie du code, il y a un contrat de savoir-faire. Aujourd'hui, quand un chercheur veut créer sa boîte autour d'un logiciel libre, la commission de déontologie va regarder quel est le transfert d'actifs, et le transfert d'actifs, c'est souvent un transfert de savoir-faire. On peut faire beaucoup de contrats, nouveaux contrats, c'est quelque part le commercial du laboratoire, ça peut être le logiciel libre aussi qui va amener une future contrat de collaboration de recherche, des laboratoires communs avec des industriels. Alors le laboratoire commun, c'est un programme de recherche sur 4 ans à peu près. Et ça, c'est un moyen de valoriser les travaux de recherche. On la marque. Moi, j'ai vu des créations start-up où le seul actif qui avait été transféré à une société, c'était la marque. Et la marque, ça peut valoir énormément. J'ai lu dernièrement que les marques comme Apple, j'ai lu ça dans West France par ailleurs, c'était valorisé à 120 milliards de dollars. Donc je dis pas que toutes les marques des logiciels libres peuvent être valorisées autant, mais des marques, c'est très très important lorsqu'il y a un logiciel libre qui commence à être bien connu de la recherche, d'aller voir vos services de valorisation pour aller déposer la marque et le logo associé pour la protéger. Donc il peut y avoir la prise de part dans les startups. Aujourd'hui, la plupart des SAT, quand ils créent une startup, ils prennent des parts. Pour moi, c'est important. J'ai vu des sociétés comme OBO, par exemple, que vous connaissez, qui est à Nantes, qui a créé beaucoup d'emplois grâce à des logiciels libres issus de la recherche. Pour moi, en tant que PST, c'est une forme de transfert et de valorisation parce que ces gens-là, ils payent des charges, ils payent la boîte, elle paye des impôts. Donc c'est une forme de valorisation et de retour financier. Et aussi, parfois, il y a cession des droits patrimoniaux parce que logicialiste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriétaire. Et donc, certaines sociétés ont besoin d'avoir les droits patrimoniaux parce qu'ils sont sur des modèles économiques de changement de licence, etc., de double licence. Voilà. Et un point aussi, c'est qu'il est possible d'avoir des schémas de licensing fin et possibilité pour certains composants de mettre des licences de faire des licences sous forme de licences propriétaires. Donc quand on a un logiciel, ce qui est très très important, c'est bien d'en mesurer le périmètre et de mesurer pour un logiciel qu'on souhaite mettre en libre, qu'est-ce qu'on attend de la communauté, est-ce qu'on a des chances d'avoir une communauté, et s'il y a des choses qui sont des composants qui sont trop métiers, trop de niche, il faut se poser la question de l'intérêt de le mettre en libre et peut-être de la possibilité d'avoir un autre schéma de valorisation. Donc, oui, un point qui est important, c'est pour comprendre les modèles économiques, c'est comprendre c'est quoi le métier d'éditeur de logiciels. J'en parle parce que là, je suis dans un groupe de travail de l'association des Instituts Carnot sur le logiciel. Et dans lequel j'essaye aussi de mettre un peu de logiciel libre. Il y a un bouquin qui va sortir, j'irai sous 6 mois maximum, et je me suis rendu compte que le métier d'éditeur de logiciel, c'était pas une notion qui était facile à comprendre pour les gens qui avaient plutôt une culture brevet. Alors pour moi, la culture brevet, j'appelle ça le pot de confiture sur l'étagère. On a un brevet qui existe.
il est là sur l'étagère et maintenant on va chercher à le vendre. Certains modèles, le SAT, Société d'Accélération de Transfert Technologique, c'est ça, on cherche à les vendre le pot de confiture. Alors que le logiciel, c'est plus compliqué à saisir. Le logiciel, il n'est pas figé. La recherche continue à développer son logiciel. Et du coup, il va avoir une version 1, une version 2, une version 3. Donc, pour moi, un éditeur, il y a une seule définition pour un éditeur, c'est qu'il y a un seul éditeur pour un logiciel. À un instant T, il n'y a qu'un seul éditeur. Alors, il peut y avoir des forks, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un prenne le logiciel, parte avec et le fasse évoluer dans son coin. Mais il y a un seul éditeur, et ça, c'est important d'avoir vraiment ça en tête pour comprendre ensuite les modèles économiques. Alors, l'autre moyen de dire c'est quoi un éditeur de logiciel, c'est dire c'est celui qui a les clés du camion. C'est pour ça que j'ai représenté un camion qui en porte-clés, parce que c'est celui qui vraiment dit qu'est-ce que je vais faire comme future release, quand est-ce que je sors une version tous les 6 mois, tous les 2 ans, comment j'écoute les utilisateurs, comment je corrige, quel support je fais pour mes utilisateurs qui avaient la version de 2012, est-ce que je leur dis je supporte plus ou je continue à la supporter mais je me demande de payer plus cher, etc. etc. C'est toutes ces choses-là du métier de l'éditeur qui doivent qui peuvent pas être faits s'il y a 2 pilotes dans l'avion. En fait. Donc, dans les modes de création de valeur, on verra qu'il y a des modes de création de valeur par les services, par valeur à la distribution ajoutée, par double licence de diffusion et par la mutualisation par les efforts de R&D. Donc, je commence par le premier, la création de valeur par les services. Donc, c'est des gens qui vont faire de l'intégration, de la formation, du support, du consulting pour bien aider les gens à bien utiliser le logiciel et qui offrent une solution clé en main sur cahier des charges. Alors, ils veulent mon logiciel, mais ils veulent que je rajoute une petite fonction supplémentaire et que je l'intègre avec tel autre logiciel qu'ils avaient chez eux. Et donc ça, je vais faire ça. Alors, c'est un modèle qui marche pas trop, parce qu'en fait, il n'y a pas cette récurrence. La récurrence, c'est qu'une fois que j'ai fait livré mon système clé en main, il y a de grandes chances que mon client il soit content, il ne revienne plus me voir. Et si je fais une formation, une fois qu'il est formé, il risque de plus venir me voir. Alors là, j'ai donné un petit ordre de grandeur. Il y a une société de services pure et dure, elle travaille à peu près, elle peut avoir 10% d'intercontrat, et si elle a plus d'intercontrats, elle perd de l'argent. Alors l'intercontrat, c'est le nombre de personnes à un instant T qui ne facturent pas. Donc il y a des salaires qui sont payés tous les jours, mais si à un moment donné, il y a sur 100 personnes, s'il y en a 10 qui ne travaillent pas, le gain des 90 qui vont facturer ne va pas couvrir la perte des 10 qu'on va payer sans qu'ils soient facturés. Et donc, pour une société qui édite, qui fait l'édition et du service, du coup, s'ils n'affectent ne serait-ce que 5% de leurs ressources pour faire l'édition, ils n'ont droit qu'à 5% d'intercontrat. Et donc, par rapport à leurs concurrents, c'est les gens qui ne font pas l'édition et qui font juste le service, ils sont juste morts. Et souvent, ce qui se passe pour ces sociétés-là, basées sur ce modèle-là, l'édition passe derrière le service. C'est-à-dire qu'ils annoncent... moi, j'ai vu une société, depuis 2011, ils annoncent la version 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne réussissent pas, ils mettent tout le monde sur le pont à faire du service, à facturer, parce qu'ils ont toujours des intercontrats, ils ne peuvent pas... Donc ça, c'est un des problèmes. Et la société, depuis 2011, elle annonce la version 6, parce qu'elle fait des ANR, des FUI, des projets H2020, etc. Elle reçoit des sous, mais ensuite, dans la cohérence de la roadmap par rapport à ce qui est financé, il n'y a aucune cohérence. Et il y en a quand même pas mal, notamment en France, où, comme on sait, l'accès au financement est quand même pas trop difficile. Après, il y a la création de valeur par distribution ajoutée. Alors, il y a plusieurs moyens, mais dans l'ensemble, on fournit un build, c'est-à-dire on fournit un logiciel, un paquet, un logiciel qui est compilé, qui est directement utilisable, qui va être testé et maintenu. Donc l'avantage du client, c'est un peu comme mon champignon, là où je vais aller acheter mon champignon dans la boutique. C'est pas mon cœur de métier. Par exemple, si j'utilise Red Hat, la solution Linux de Red Hat,
on a besoin d'utiliser un Linux, mais c'est pas le cœur de métier des sociétés qui l'utilisent. Donc elles préfèrent avoir une boîte qui s'appelle Red Hat. Le Red Hat, je sais plus son chiffre d'affaires, mais c'est de l'ordre d'1,5 million ou 1,6 milliard de dollars. Donc vont prendre quelque chose qui est libre, oui. et vont le packager, vont assurer un support. Donc le type d'offre qui est associé, c'est une hotline de support, une garantie de maintenance à long terme, ce que je disais tout à l'heure, de la réassurance, un suivi procédural des versions successives, etc. Donc ça permet vraiment aux gens de se concentrer sur leur métier plutôt que d'avoir des équipes. Et ça, c'est un modèle qui marche bien. Les gens qui font du SaaS, du Software as a Service, c'est par extension une distribution aussi à valeur ajoutée. Donc, il y a un autre modèle un troisième modèle, c'est la création de valeur par la double licence de diffusion. Donc, l'idée, c'est d'avoir une version libre qui est gratuite, qui est diffusée, et puis ensuite, il existe plusieurs modèles. Il y a 3 sous-modèles par rapport à ça. C'est d'avoir une licence propriétaire qui offre des fonctions supplémentaires, des enrichissements fonctionnels ou des services supplémentaires. On appelle ça le freemium. Alors moi j'ai mis il y a du bon et du mauvais freemium pour moi. Le mauvais freemium, c'est quand j'ai une base de données par exemple, ou une base client, ou si je peux faire les 100 premiers clients, les enregistrer, les suivre. S'il y a mon 101e client, je peux utiliser le logiciel. Et ça, je dirais que ça marche pas. À un moment donné, il y a une frustration des utilisateurs de ces logiciels-là. Donc, il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention aussi quand on joue à ça, quel a été le rôle de la communauté et de leur contribution dans le développement du logiciel. C'est-à-dire, est-ce que j'attends beaucoup de la communauté pour me reporter des bugs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui traduisaient les modes d'emploi. Avoir une communauté qui traduit pour vous les modes d'emploi en 70 langues, ça existe, hein, il y a des logiciels qui sont traduits et ça a été fait par la communauté. Traduire les messages du logiciel quand on dit attention, erreur, veuillez saisir autrement, ça existe aussi, des gens qui traduisent ça. Donc si on fait une version libre, mais finalement qui est un peu réduite, qui est un peu qu'on va réduire au fur et à mesure qu'on veut gagner de l'argent sur ce modèle propriétaire, on risque de s'assécher complètement une des grandes apports du fait que la licence a été libre et complètement libre. Donc ça, il faut jouer un peu, jouer avec des œufs là-dessus. Donc il y a une double licence de diffusion, c'est avec les licences chronodégradables. Alors il y a 2 modèles c'est assez amusant. Il y a des gens qui mettent la version nouvelle sous licence propriétaire. Chers clients payent pour avoir les dernières versions. Et il y a d'autres qui font le contraire, qui mettent la version nouvelle sous licence libre. Et les gens vont, et donc ça permet à la communauté de tester, donc de débugger les nouvelles fonctions apportées, les nouveaux par le logiciel. Et donc la société, je trouve ça très intelligent. Il y a une boîte qui s'appelle Adacor, dans c'est le modèle, et la société ensuite va faire une distribution à valeur ajoutée des versions antérieures en fait. Et ensuite il y a un autre modèle qui pour moi reste rare. Je l'ai vu qu'une fois. C'est d'avoir, alors là je vais être un peu technique sur les licences, mais les licences à fort copyleft. Grosso modo, si je distribue mon code sous licence à fort copyleft, quelqu'un qui veut prendre mon code, le prendre et développer du code autour, s'il diffuse le tout, il devra le diffuser avec la même licence à fort copyleft. Donc des fois ça peut les gêner. Et donc du coup, il y a des sociétés qui se montent là-dessus, qui disent, dans ce cas-là, le client va revenir vers moi et je lui ferai une licence propriétaire. Et c'est le modèle qui nécessite une bonne gestion des droits patrimoniaux.
parce qu'on le sait tous dans la recherche, il y a beaucoup de gens qui passent sur les logiciels. Il y a des logiciels, il peut y avoir 50 auteurs, et comme le logiciel il évolue dans le temps, le doctorant A qui a été embauché par le CNRS, qui ensuite devient postdoc de l'université RN1, qui ensuite devient chercheur chez Mines Télécom, et c'est la même personne, mais on a 3 copropriétaires. Donc à un moment donné, il y a une centralisation des droits. Si un stagiaire fait, si un retraité fait, le stagiaire, ensuite le doctorant il part au Japon, il continue à contribuer, et c'est très très lourd pour avoir un modèle économique finalement assez rare. Donc moi j'en parle, mais je l'ai vu qu'une fois, voilà. Ensuite, la mutualisation des efforts de R&D. Donc là, c'est le fait de, je vais lire très vite mon slide, mais on appelle encore coépétition. On se met avec ses concurrents sur ce que j'appelle la tuyauterie. C'est tout, c'est un peu comme la caisse en blanc tout à l'heure au mot moteur. On va pas acheter le client final de ces sociétés-là ne vont pas acheter le logiciel, mais vont acheter plutôt les services offerts ou la solution offerte par l'utilisateur final. Donc du coup, comme on se différencie pas par ce logiciel-là, autant réduire ses coûts de R&D. C'est un peu l'association Génivie, les gens sont mis ensemble, parce que personne va vendre un module d'entertainment dans la voiture. Les gens ils vendent d'une voiture. Par contre, si cette partie-là est bien faite, et ben effectivement, ça sera mieux vendu. Donc il y a donc ça marche assez bien, et en général ça se fait via des fondations. Donc la fondation Linux, là j'ai OW2, mais c'est très très mal sorti quand j'ai fait un copier-coller de l'image, parce que c'est inversé les couleurs en fait. Il y a la fondation Eclipse aussi. Dans la fondation Eclipse, il y a des Industrial Working Group, et notamment il y a un groupe de travail industriel sur l'automotive, où il y a Bosch qui est très très actif là-dessus. Donc ça c'est un des points aussi importants peut-être pour le projet de CampOS, à un moment donné se dire est-ce qu'il n'y aura pas une efficacité à aller rejoindre des communautés où il y a déjà les futurs acteurs, c'est-à-dire les équipementiers de rang 1, rang 2, les fabricants de voitures. Il y a création de valeur par la mutualisation, ça c'est un slide que j'aime bien. Je parlais tout à l'heure de l'intérêt de mettre sous licence libre un logiciel. S'il y avait une trop forte valeur métier, c'était une trop petite niche, et souvent on peut arriver à des modèles assez fins où il y a une licence libre pour la partie complètement générique, et ensuite sur des modules métiers d'avoir la possibilité de faire du licence libre ou alors licence propriétaire. Donc c'est un cercle vertueux, parce que cette licence libre, ce cœur va être complètement générique. Donc s'il y a des gens par exemple qui utilisent dans le monde de l'automobile, mais dans le monde de l'aéronautique, des drones, des robots, etc., forcément ils vont tester de nouveaux cas, ils vont peut-être développer de nouvelles fonctionnalités. Un bug, en fait, il faut savoir qu'un logiciel il comporte naturellement des bugs, à moins de faire de la preuve formelle, il en aura de toute façon. C'est quoi un bug? C'est une fonction qui ne marche pas dans une zone où ça n'a jamais été testé. C'est-à-dire que on peut très bien vivre avec des bugs sur un logiciel tant qu'on ne va pas aller dans cette limite d'utilisation du logiciel. Si on va au-delà, eh ben on trouve le bug apparaît. Et donc le fait que plus un logiciel libre, et beaucoup de gens disent que la qualité des codes libres est meilleure du fait qu'il est grandement utilisé dans des cas de figure importantes. Donc à terme, donc il peut y avoir une création de valeur assez directe sur l'aspect propriétaire, et puis après à terme il peut y avoir aussi une création de valeur sur le cœur. Alors j'ai juste donné une anecdote, que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai travaillé là plutôt en mode conseil sur un logiciel qui avait été développé pour les pays du Sud pour modéliser la propagation de maladies comme le chikungunya dans des pays tropicaux. Et donc les chercheurs, c'était plutôt des biologistes, ont commencé à développer un logiciel où ils ont modélisé les moustiques qui avaient la maladie et puis qui se propageaient, qui traversaient les rivières, les montagnes, les forêts vierges, etc. Et qui arrivaient aux populations, puis ils modélisaient tout ça.
Et 15 ans après, ça donne des possibilités de valorisation dans la gestion de flotte de bus. Ça donne des possibilités de valorisation dans la propagation des feux dans des villes, dans des forêts, etc. Et comment on en est arrivé là? Parce qu'ils ont choisi le modèle du libre. Et finalement, par abstraction, tous les gens qui ont eu à utiliser à un moment donné la propagation d'un agent. Alors l'agent, c'était au début un moustique, mais en fait ça peut être un bus, ça peut être du feu, dans un système d'information géographique, un fleuve, une forêt, etc. Et ben, se sont dit, tiens, ce logiciel, il est pas mal, je vais l'utiliser. Et finalement, il y a tout le cœur qui est la propagation d'agents dans un système d'information géographique qui est en libre. Et il y a tout le reste qui aujourd'hui sous licence libre ou sous mobile propriétaire, qui fait l'objet de valorisation dans le monde de la flotte de bus, la gestion des réseaux d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est relativement intéressant d'avoir ça en tête et ne jamais oublier que ce que vous pensez aujourd'hui comme application, il y a de grandes chances que ce ne soit pas l'application de demain. Il y a des logiciels qui ont été développés dans le monde de la sûreté de fonctionnement des logiciels pour avoir des logiciels sûrs, etc. Et finalement, le grand utilisateur, c'est des gens qui font de la gestion financière. Alors, c'est pas du tout des gens qui font des compilateurs ou des choses comme ça. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête, avoir cette ouverture-là par rapport au succès que vous pourrez avoir sur votre logiciel. Donc, il y a un slide que j'aime bien, c'est celui-là. Bon, c'est pas... Tant pis. Donc, il y a au début, là où il y a ma souris, il y a un projet de recherche qui démarre. Ensuite, à un moment donné, j'ai dit prototype qui marche, etc., etc. Et pas trop de bugs. On le met sous licence libre. Ensuite, il y a ce que j'appelle les premiers pas en open source, dans lequel vous allez faire du bon travail de communication, du bon travail de faire un beau site web, des beaux tutoriels. Parce que le nombre de logiciels libres que j'ai vus où on disait même pas comment l'installer, même pas ce qu'il faisait, voilà, ça c'est sûr que vous ne créerez jamais de valeur avec de tels logiciels. Donc il y a vraiment un travail de mettre en route des mailing lists, de mettre des bug reports, d'en parler durant vos conférences, etc. Et à un moment donné, vous allez commencer à avoir des gens qui vont télécharger en dehors de vos domaines et qui vont peut-être l'utiliser. Et ces gens, à un moment donné, vont l'utiliser et vont commencer à contribuer par, je vous l'ai dit, plutôt des retours utilisateurs et un peu plus tard du code périphérique. Encore une fois, j'exclus pas le fait qu'il puisse y avoir du code d'apport de développement sur le code lui-même, mais c'est rare. Et donc là, vous commencez à avoir de l'impact. Et à un moment donné, eh ben, vous verrez qu'il faudra faire du transfert. Quand vous aurez trop de succès, vous devrez faire du transfert. Et entre les deux, il y a tout ce qui s'appelle cette maturation qu'il faudra faire. Alors là, je fais une corde qui se tend, et c'est un peu l'image que j'ai voulu donner, parce que beaucoup de chercheurs, quand ils commencent ici à avoir des impacts, alors au fur et à mesure qu'on a de l'impact, il y a une prépondérance d'industriels qui commencent à avoir le logiciel libre, à utiliser le logiciel libre, et leur revenu dépend de ce logiciel libre issu de la recherche. Donc on commence à avoir des exigences. Il faudrait que tu me corriges ce bug-là, c'est hyper important, ça me bloque, il faudrait que tu le corriges c'est critique sous une semaine. Il faudrait que tu me développes cette fonction-là. Il faudrait faire ci, ça et ça et ça, etc. Et j'ai vu des chercheurs qui avaient tellement de succès qu'ils étaient obligés de faire ça le soir ou le week-end parce que dans la journée, ils donnaient les cours ou ils faisaient leurs recherches. Et donc il y a un risque là d'abandon du support par la recherche. Et puis, s'il n'y a pas de cette réponse-là de la recherche vers l'entreprise, il risque d'avoir abandon par l'entreprise du fait d'utiliser ce logiciel parce qu'il y a trop de risques. Ils vont passer à une autre solution. Donc, il y a une corde qui se tend où là, si on ne sait pas bien traiter la chose, eh ben, il y a un risque de rupture. Alors, moi, je dis que le logiciel libre, à ce moment-là, ça permet à la technologie de rencontrer son marché. Mais il va falloir bien faire les choses pour traiter cet aspect transfert. Alors là, j'ai donné un exemple breton, parce que j'ai travaillé à l'INRIA 6 ans. Il y a un logiciel qui s'appelait, et là c'est public, parce que j'étais voir sur le site de la société, qui s'appelait Gazelle.
et qui était un logiciel de recherche pour faire du test d'interopérabilité qui, à un moment donné, étaient des projets scientifiques. Et ensuite, au fur et à mesure, ça a eu du succès. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a quelqu'un qui fait Philippe Gesselin ici qui pourra mieux vous en parler. Et à un moment donné, il y avait eu une vraie demande des utilisateurs industriels d'une édition professionnelle du logiciel. Et en fait, donc le code, cette édition-là a été transférée à une société bretonne qui s'appelle Kireval et qui fait l'édition aujourd'hui de ce code-là. On en oublie presque que c'est un code issu de la recherche. Et pourquoi, comment ça s'est fait? Ça s'est fait autour d'un consortium où tous les utilisateurs de logiciels ont adhéré à ce consortium-là pour pouvoir commencer à faire cette phase de maturation, cette phase d'édition un peu plus professionnelle du code. Donc les gens, les consortiums, les utilisateurs qui sont intéressés, qui ont une réelle demande, mettent des sommes qui sont entre 10 000 et 30 000 euros pour pouvoir contribuer à passer ce cap de professionnalisation de l'édition et du coup et aussi de création du modèle économique de la future entreprise. Et ça, c'est très important. On peut aussi le faire parce qu'il y a à travers des laboratoires communs, ça on l'a vu aussi, où il va y avoir un laboratoire commun entre l'éditeur futur et le labo, où pendant 4 ans, on va travailler ensemble, ou 3 ans, à travailler le modèle économique et à passer l'édition, toute la connaissance de l'architecture à la société éditrice. Aujourd'hui, on a la chance qu'il existe les SAT, qui ont aussi des fonds. On peut très bien imaginer qu'il puisse y avoir des fonds qui soient mis dans cette phase de maturation à partir du moment où vous arrivez en disant il y a tel utilisateur industriel, je sais pas, dans le monde automobile, il y a PSA qui utilise mon logiciel et ils en font ci, ça et ça, et ils ont une réelle demande, ils seraient prêts à payer tant, etc. Aujourd'hui, c'est du pain béni pour une société, pour quelqu'un qui fait de la valorisation et du transfert, d'avoir déjà cette situation-là. Moi, j'ai vu des startups se créer sur des modèles libres avec déjà des commandes en millions d'euros. Alors, ce qui n'était pas un cadeau non plus, parce ils savaient pas forcément gérer un projet industriel avec toutes les conséquences, mais c'est rare de voir une startup qui se crée avec des commandes. C'est rare, ça peut exister sur des brevets. Voilà, donc ensuite, alors, il y a des choses qu'on entend, donc là je répète un petit peu, mais logiciel libre c'est pour la diffusion scientifique, logiciel privatif ou propriétaire c'est pour le transfert, donc vous comprendrez bien que c'est à retirer, je refais un petit coup de piqûre si nécessaire. Voilà, donc retenir qu'il faut prendre en compte le temps, donc moi je vais accélérer un peu aussi, et puis donc il faut vraiment au niveau de la recherche vous ayez bien en tête de bien réfléchir au pourquoi vous voulez faire du libre et aussi et comment vous allez faire en sorte pour incuber votre communauté. Alors vous regarderez le fait que je vais pas du tout parler de licence ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'allais pas parler des aspects techniques, juridiques, etc. Parce que la licence, à mon avis, c'est pas la bonne approche. Alors là, encore une fois, je me suis un peu amusé parce qu'il y a Paris Open Source Summit, donc qui est la conférence sur l'open source qui a eu lieu là en novembre. Et il y a eu beaucoup d'ateliers sur les modèles économiques où c'était des patrons qui venaient présenter leur modèle économique. C'était très intéressant. Et finalement, la plupart des patrons de ces startups-là, de ces boîtes-là, des gens qui étaient plutôt des techos, c'est-à-dire des gens qui venaient plutôt du monde de la technique et qui ont une approche au début de leur business, une approche technologique. Et puis là, ils avaient 10 ans de maturité, ils présentent, et ils n'ont jamais parlé le produit qu'ils vendaient, c'était un logiciel libre. Et ça a généré de la frustration dans la salle, mais vous n'avez pas parlé de la licence. Mais effectivement, c'est plus l'objet. Il a parlé de quoi? Il a parlé des demandes de clients, il a parlé de la satisfaction client, comment enregistrer les demandes clients, etc., etc. Il aurait vendu des rumsteaks, des chaussures ou des logiciels libres, c'était pareil. Et c'est ça qui est important, parce qu'il faut pas la licence libre. À la limite, si vos projets ils correspondent réellement, il y a vraiment à une demande. Alors après, ça peut se partager, on peut en débattre. Mais en tout cas, c'est pas le prioritaire. Même si après, une réflexion est à mener, mais c'est pas le prioritaire. Donc, je voulais vous parler d'une expérience très riche aussi de l'IRI là de Paris. Pourquoi? Parce que c'est en 2006, donc il y a ce célèbre Roberto Di Cosmo qui a eu l'idée de bâtir l'IRIL, qui a donné naissance en 2010.
Et donc l'idée, et le logo laisse transpirer ça. Comme vous voyez, il y a 3 couleurs. Donc c'est d'avoir un lieu physique qui puisse réunir des communautés de développeurs, des industriels et la recherche. Et donc, dans cette symbiose-là, l'idée c'est d'être confrontés, que les chercheurs soient confrontés aux demandes des entreprises et que les entreprises puissent mieux connaître les logiciels de la recherche. Et pourquoi on met les développeurs? Parce qu'en fait, la plupart des logiciels libres rentrent dans les entreprises via les développeurs, et notamment les logiciels de recherche. Et c'est pour ça que avoir des lieux comme ça où on va voir tous ces gens-là, on sème la graine qui fera qu'à un moment donné, le patron de la boîte ou le directeur technique verra qu'il prendra un risque parce qu'il utilise des logiciels à son insu, quelque part libres, issus de la recherche, et qu'une partie du business de l'entreprise en dépend. Et c'est là où il va commencer à avoir une offre sur laquelle il pourra avoir du transfert. Et pourquoi j'en parle ici? Parce que pour moi, le Fab Lab, ou Lab Fab, ou Open Lab, c'est ça. C'est un endroit où effectivement vous allez amener des chercheurs, mais des gens qui vont utiliser, peut-être des entreprises. Vous voulez faire en sorte que tout ça va être mis dans la même marmite et va amener à faire de la création de valeur. Voilà, donc ça je l'ai mis. Donc j'ai presque fini. Moi, les craintes que j'entends par rapport au logiciel libre, je risque de me faire voler mon logiciel. D'autres risquent de faire du service autour de mon logiciel. Ils risquent de faire un fork. Donc ce qu'il faut... Il y a un petit bouquin là que je cite, c'est les modèles économiques du logiciel libre. C'est un livre qui a été édité par le groupe thématique logiciel libre du pôle de compétitivité systématique, où il parle des 4 compétences clés de l'éditeur. C'est d'avoir une vie open source, l'éditeur, c'est d'avoir une vision partagée, une vision qui doit être partagée avec la communauté. C'est le rôle de gardien du temps. SLS, c'est le Service Level Agreement. En combien de temps je corrige un bug, le rythme des releases, je fais des releases tous les 6 mois ou pas, la qualité de mon code, comment je gère la dette technique, être au centre d'un système d'innovation ouvert aussi, donc avoir des intégrateurs, les académiques, les industriels dans la boucle. Et si vous êtes ça, il y a peu de chances que d'autres puissent prendre le même logiciel et dire c'est moi l'éditeur du logiciel. Non, on restera l'éditeur du logiciel parce que toute la force, toute l'animation de la communauté s'agrégera. Il y a une force de gravité qui est énorme autour de l'éditeur. Donc il n'y a pas de risque en fait. Comme on le dit vulgairement, on préfère l'original à la copie. Donc après, que d'autres fassent du service autour de son logiciel, bon, il faut bien réfléchir à son offre et à son modèle économique, avoir aussi des solides partenariats avec des réseaux d'intégrateurs quand on est un éditeur, et mettre en œuvre un marketing fort aussi, faire savoir. Effectivement, il y a des sociétés libres qui ont été bâties vraiment avec des gens qui avaient une approche d'ingénieurs et de techniciens et qui finalement n'ont pas réussi à marketer le fait que c'était eux. Donc il y avait même des logiciels qui avaient beaucoup de succès et la société éditrice avait beaucoup de mal à capter financièrement le fruit de ce succès-là. Donc il faut bien réfléchir à ça. Mais à partir du moment où on y a bien réfléchi, les gens réussissent beaucoup à le faire. Et le fork, c'est pas si facile que ça, surtout pour des logiciels de recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien comprendre les tenants aboutissants scientifiques, l'architecture du logiciel. Et puis, moi, imaginez que votre projet open source, il marche très bien. Moi, je le fork. Et puis, je trouve une erreur dedans. Je suis malin, je vais pas la donner à la communauté, je vais la corriger. Mais toute la communauté continue à développer le logiciel que j'ai forké. Et du coup, moi, je suis quand même intéressé par leurs nouvelles fonctionnalités, etc. Donc je vais reprendre leur truc, mais le bug que moi j'ai corrigé, il existe toujours, donc je suis obligé de le corriger. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, je vais en avoir assez de corriger mon bug dans leur future version qui m'intéresse. Donc je vais dire, il y a un bug là, est-ce que vous pourrez le corriger? Et donc le fork, si le train est fort, si la dynamique est forte du côté du logiciel, il n'y a presque aucun risque de forker. Les forks qu'il y a eu,
c'est qu'à un moment donné, il y a eu des rachats de boîtes type OpenOffice, etc., par Oracle, où là, il y a eu vraiment des inquiétudes de la communauté, où les gens se disent, bon, on zappe, on passe à autre chose. Mais sinon, on change pas, il y a une certaine fidélité naturelle, en fait. Et le dernier point, donc là, c'est mon dernier slide sur l'open hardware. Donc effectivement, la chaîne de valeur dans le logiciel libre, il y a l'éditeur, l'intégrateur, qui est plus compliqué dans le modèle hardware. Comme je disais, là, il y a une envolée en fait du logiciel libre d'un point de vue économique à la fin des années 90, lorsque effectivement le coût pour exécuter le logiciel a énormément baissé, pour distribuer le logiciel, etc. par Internet a beaucoup baissé. Il y a une tendance qui est toujours, qui est quand même là avec les coûts de production, avec les machines de fabrication laser, les machines de fabrication additive, où les coûts de production, je pense, c'est dans le sens de l'histoire, vont baisser. Pour distribuer les coûts diminuer les coûts de distribution, effectivement avoir des Fab Labs locaux pour produire localement, je pense que ça amènera une diminution des coûts de distribution. Et plus ça diminuera, plus il y aura une grande activité économique autour des open hardware, avec une magnifique faute par ailleurs. Et on manque aussi de recul aujourd'hui de la création de valeur par l'open hardware issu de la recherche dans le monde économique. Donc c'est assez difficile pour en parler. Donc il y a tout l'aspect qualité norme qui n'existe pas forcément dans le monde logiciel, sachant qu'il y a quand même toutes ces certifications pour l'aéronautique et la santé. La dette technique, j'ai l'impression que ça existe moins dans le monde matériel que dans le monde logiciel. La dette technique, c'est en fait mon code est super mal écrit, il n'est pas commenté. Dès que je veux le faire évoluer, c'est la croix à la bannière parce qu'il faut y passer énormément de temps. Donc du coup, gérer sa dette technique, et qu'est-ce que je fais? Je mets mes ressources pour mieux nettoyer mon code, qui plus tard me permettront de le maintenir mieux, ou alors je le mets à faire de nouvelles fonctionnalités. J'ai l'impression que c'est moins vrai, mais je suis pas un mécanicien de formation. Donc pour les aspects mécaniques. Et aussi, je voulais finir là-dessus. Quand je vois du CC by NC SA comme licence, donc NC pour non commercial, je me dis c'est pas du libre. Donc alors ça peut être très bien, mais je me devais de quand même signaler ça sur une conférence sur le libre, que l'open hardware, alors c'est un peu comme les gens qui font du shareware ou du freeware. Vous pouvez utiliser mon logiciel, mais pendant un mois ou sur telle donnée. Si on met des limites, tout ce que j'ai dit là, où va avoir une fluidité, à un moment donné, ça risque complètement de s'assécher, et de ce modèle vertueux, d'avoir les développeurs, etc. À mon avis, ça risque de s'assécher. Donc, et je voulais aussi finir, donc c'est pas mon dernier slide, par un axe de réflexion. Aujourd'hui, bon, le CNRS, le CEA, tous les organismes de valorisation, l'État, le ministère, apprécient en fait les résultats d'organismes de valorisation par le nombre de brevets. Donc, je suis pas pour donner mon idée là-dessus, mais en tout cas aujourd'hui c'est fait comme ça. Et aujourd'hui, je me rends compte et c'est une réflexion que je partageais avec des gens comme InnoCube, qui est une société de conseil dans le domaine du libre. Comment mesurons-nous l'innovation par le logiciel libre? Et ça, c'est une réflexion à la limite. Moi, je suis intéressé par la partager avec vous et avoir vos retours là-dessus. J'ai fait un super logiciel libre, il y a plein d'utilisateurs, ça crée telle entreprise, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur, donc ce serait bien d'y penser et peut-être de nourrir les réflexions là-dessus. Donc voilà, donc j'ai fini. Donc si vous voulez me contacter, je mets le nom du CNRS, le nom de la partie conseil, et puis voilà. Et je donne une formation sur le transfert de logiciels au réseau Curie le 27 février. Voilà, merci.